On y arrive. Alors bonsoir à tous, donc, je m'appelle Jean-Brice, je travaille pour le groupe ENSO qui est à côté de Colmar et donc je vais vous présenter ce soir Orion qui est un framework UI qu'on a développé. Alors à la base c'est une lib qu'on avait développée en interne sur Vue 2 et donc quand Vue 3 est sorti on s'est dit bon bah pourquoi pas proposer le projet en open source. Donc on l'a repris de zéro, on l'a redéveloppé à la sauce Vue 3 avec les méthodes qui vont bien. Et on s'est lancé dans l'aventure avec l'accord de la direction, je tiens à le préciser quand même, parce que toutes les boîtes ne sont pas aussi sensibles aux enjeux de l'open source. Et donc là, on a eu la chance de pouvoir démarrer ça dans une bonne atmosphère. Je vais rapidement vous montrer un peu la documentation qui est disponible en ligne. Elle est sur orion-ui.org. C'est une documentation qui est disponible en français et en anglais. Comme n'importe quelle documentation, vous avez tout le nécessaire pour démarrer un nouveau projet ou pour installer Orion dans un projet existant. Vous avez évidemment la doc pour tous les composants. Actuellement, il y en a une grosse quarantaine, je crois 45 à peu près. Et pour chacun des composants, on a essayé de rédiger la meilleure doc possible. On est très, très axé sur l'expérience développeur, parce que déjà on est développeur, et donc on aime bien se faciliter la vie. Et on sait que la doc, ça a quand même une grosse importance. Et donc pour chaque composant, vous allez avoir des démonstrations, enfin des démos, avec le code source, et avec à chaque fois un lien vers StackBit, qui va vous permettre de jouer un peu avec le code de la démo. Et aussi un playground qui vous permet un peu de jouer avec les différentes props et d'avoir le rendu en direct sans avoir besoin de mettre forcément les mains dans le code. Je vais peut-être revenir là-dessus après si j'ai encore le temps, histoire de parcourir un peu la liste des composants. En attendant, on va démarrer un nouveau projet pour vous montrer un peu comment on peut rajouter quelques interactions UX avec très peu de code. Pour ça, on va utiliser le CLI d'Orion. Donc on a développé un outil de ligne de commande qui permet de démarrer un starter et une fois qu'on est à l'intérieur de gérer un peu son projet. Vous pouvez l'installer ici en global, vous avez la commande. Alors évidemment, je l'ai installé de mon côté déjà. Donc, ouais. Ça va mieux? Tout le monde? Ok. Donc ici, vous avez plusieurs options. Comme on n'est pas encore dans le dossier d'un projet, il va proposer entre autres de créer un nouveau projet. Hop. Je vais l'appeler comme ça. Et donc on pense toujours développeur. On sait que chacun a ses affinités pour les conventions de nommage, notamment des fichiers et des dossiers. Donc on va proposer différentes conventions. D'une part pour les fichiers, on va être sur du Pascal, sur les dossiers, on va rester sur du Kebab Case. Et ici, on a le setup service, la philosophie qu'on utilise nous en interne, qu'on utilise au sein d'Orion. L'idée de cette philosophie, en fait, c'est de prendre toute la partie script du composant et de la ressortir dans un fichier TS à part, avec une classe à part. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est de bénéficier de tout ce que peut apporter le TS sur l'expérience développeur avec l'autocomplete, le typing, l'héritage des classes, tout ce qui est notion de private, public, protected. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir travailler sur de l'héritage de composants, par exemple, ce qui n'est pas possible de base. Là, on va pouvoir travailler ça. On va pouvoir aussi améliorer l'expérience développeur avec les private, les protected. On va pouvoir filtrer ce qu'on veut rendre utilisable dans le template. Et donc vous allez voir dans l'exemple que ça peut être plutôt sympa. Alors cette philosophie, elle est totalement optionnelle, hein. Là, je vais vous la présenter parce que ça permet d'introduire le truc, de lancer un peu le sujet et peut-être de susciter le débat. Mais c'est totalement optionnel. Orion fonctionne comme n'importe quel autre librairie. Voilà, donc là, il a généré le projet. Je vais lancer l'éditeur. Et je vais installer les dépendances. Alors pendant ce temps, ça me permet de vous expliquer d'où sort ce starter. En fait, il est basé sur le starter de Vue. Quand vous créez un nouveau projet Vue, vous avez tout un tas de choses qui viennent se créer pour lancer le projet rapidement.
Ici, on est parti de ce starter et on l'a simplement adapté, on a remplacé les composants, on a mis les composants à la sauce Orion. On a rajouté dans les dépendances, on a simplement rajouté Orion. Donc vous démarrez le projet avec du Vue3, du VueRouter, du Orion et toute la config ESLint et Prettier qui va bien. Quand vous commencez un nouveau projet Vue, vous pouvez configurer tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas dans Orion, on reste sur du TS, on reste sur du VueRouter, de l'ESLint et tout ça. Dans le futur, on va pourquoi pas imaginer effectivement de reprendre les différentes configurations possibles. Alors, mes dépendances sont installées. Ouais, je vais zoomer aussi. Hop là. Là, ça va pour tout le monde? C'est à peu près? Retrouver un layout d'expérimentation. En fait, le but de ce layout, c'est simplement de vous mettre le pied à l'étrier quand vous voulez démarrer un nouveau projet ou quand vous voulez prototyper une idée. L'idée, c'est ici de se retrouver tout de suite avec un layout prêt à l'emploi, avec une navigation principale à gauche, une navigation secondaire en haut. Vous avez le menu qui est géré avec du sous-menu s'il faut en collapse, du sous-menu qui peut aller remplacer la navigation principale. Vous avez la gestion des thèmes pour les puristes du thème Dark. On va faire rapidement le tour du code. Donc dans le fichier principal, on va commencer par là. Donc j'importe simplement Orion. Ici, j'importe un fichier de définition du monkey patching. On va y revenir tout à l'heure. C'est un sujet parfois qui est sujet à controverse. Et on fait simplement le app use Orion. Ici, on a un peu de config. De base, on passe juste le routeur qui est utilisé dans la partie Orion Layout. Pour le reste, on peut définir la langue. Pour le moment, il est disponible en anglais et en français. On peut aller choisir de personnaliser son préfixe. Pour le moment, c'est O-. Après, si ça peut rentrer en conflit avec une autre lib ou si pour des raisons corporate X ou Y, vous avez envie d'utiliser un autre préfixe, c'est possible. Voilà. Mon fichier app.vue, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose. Simplement le router view et j'importe le style. Et donc, on va aller voir ce qui se passe dans ce fameux layout. Alors ce fameux layout, c'est... Oh, pas grand-chose sur l'écran. Peut-être réduire ça. C'est un composant Orion Layout qui a juste simplement 3 props. Un tableau d'items qui nous sert à faire la navigation principale, un tableau d'items pour la navigation secondaire et un tableau d'items pour la navigation des tables. C'est-à-dire que... Est-ce que je vais pouvoir le faire là? Quand vous passez en responsive, voilà, la navigation va passer en bas pour adopter une navigation plus simple sur les téléphones et sur les tablettes. Dans tout ce qu'on va voir là, mis à part un peu de CSS pour styliser ça, il n'y a aucune ligne en plus de ce qui est fourni de base par Orion. Donc en fait, c'est simplement pour vous dire que le but là, c'est de pouvoir démarrer un projet sans perdre trop de temps sur la mise en page et d'avoir quand même quelque chose de propre et notamment de présentable, par exemple, si c'est pour présenter une idée à un client. Ensuite, la page qu'on voit actuellement, c'est une liste d'Orion. On a d'abord un composant page qui prend simplement un titre, un sous-titre que vous avez ici. Il y a un slot d'action qui va vous permettre de rajouter des actions en haut à droite. Et on va utiliser un composant Orion List. Alors là, rien de bien fou non plus, on a simplement une props list où vous voulez passer le tableau des items. Le reste, ça concerne la pagination. On peut utiliser la pagination interne du composant, il suffit de lui passer un total et une page, et en fait, lui, il va s'occuper de faire le reste. Donc rien de fou non plus. On va passer à la partie setup. Donc la partie setup, vous voyez que ici, dans notre composant, en fait, on va simplement l'importer depuis un fichier à part et initialiser la classe. Ce fichier, il est ici. Oups. Et on va voir la première méthode qui est utilisée. C'est la petite action qu'on a ici sur la loupe, qui va nous servir à filtrer les postes. On va chercher les postes qui ont le mot key dans le titre. Et en fait, ça se fait très simplement. On va simplement utiliser le service usePrompt d'Orion. On peut préciser le type de ce qu'on veut récupérer.
Et en fait, c'est juste avec ce bout de code, on va pouvoir aller générer ce prompt et traiter la demande dans le résultat. Ce prompt, il est utilisé dans sa version la plus basique, mais on peut facilement remplacer l'input par un texte arien, par un date picker, un upload, un select. Enfin, l'idée, c'est d'aller au plus simple et de ne pas avoir à gérer tout un tas d'événements ou de configurations complexes. Quand je clique sur une carte, ici, je fais appel à un autre service, un aside. Là encore, c'est très court. Le service useAside va me permettre d'aller générer cet aside qui va venir popper. Et la façon la plus courante qu'on a de l'utiliser dans nos projets, c'est d'y incorporer un composant vue via la propriété nested et si besoin d'y rajouter les props. Ce composant vue, il n'a absolument rien de particulier. C'est un composant vue comme un autre. Il n'y a pas besoin d'avoir une syntaxe particulière ou un code particulier dedans. Alors tout ça c'est bien beau, on va un peu rajouter quelques éléments du X. Notamment sur la recherche par exemple, donc on a vu que ça allait filtrer les posts, mais il ne se passe pas grand chose à l'écran. On va me dire JB c'est bien, mais je ne vois pas le terme de recherche, je ne vois pas où il est dans le titre, donc j'aimerais bien améliorer ça. Et donc ça va nous permettre d'aborder une première partie qui concerne le monkey patching. Alors pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le truc, le principe du monkey patching, c'est d'aller surcharger les prototypes des éléments, des objets natifs, comme les dates, les arrays, les strings, les numbers. Alors il est sujet à controverse parce que si toutes les libs se mettent à faire ça, il y a un moment où s'il y a deux méthodes qui ont le même nom, ça va créer un conflit, elles vont s'écraser. À partir du moment où on n'utilise pas des centaines de libs et qu'on contrôle un peu les libs qu'on utilise, ça ne devrait pas poser de soucis. Nous, on l'utilise en interne, on a décidé d'opter pour ça parce qu'à part Orion, il n'y a pas grand-chose et il n'y a pas de conflit. Néanmoins, si il devait y avoir conflit avec une autre lib, on a rendu ce principe de monkey patching totalement optionnel. Donc, vous pouvez, dans la config d'Orion, le désactiver. Et si vous voulez quand même bénéficier des méthodes qu'on a rajoutées, il y a un service useMonkey, vous lui passez la variable en paramètre, le type va être inféré de la variable et vous aurez les méthodes qui vont bien derrière qui seront proposées. On va avoir un premier exemple. Je vais prendre mon composant postcard. Alors on ne l'a pas encore vu, hein, mais c'est le composant qui sert ici à afficher les posts. Alors c'est 3 lignes de code, c'est rien de fou. Une card, un title et un body. Et je vais aller dans les props de ce composant et je vais rajouter une props search term. Elle est du type string et par défaut elle est undefined. Ok. Maintenant cette props, je vais aller l'alimenter depuis ma liste. Donc là je la retrouve. Et ici, je veux passer le terme de ma recherche. Et ici, on va observer le premier effet du setup service. C'est-à-dire que là, dans ce que me propose l'IntelliSense, je n'ai pas accès à mon terme de recherche. Mon terme de recherche il est dans le state de ma liste. Et mon state est en private. Donc ça, c'est une façon de filtrer en fait, les données qu'on veut faire remonter dans le template et les données qu'on veut rendre modifiables ou non. C'est un peu de la même façon que pour ceux qui ont utilisé Vuex. Vuex, il a un state, et ce qu'il recommande très fortement, c'est d'utiliser les mutations pour aller modifier ce state, parce que ça garantit l'intégrité des données. Ça veut dire que ma donnée ne va pas être modifiée à droite à gauche par mégarde ou simplement par étourderie. C'est simplement pour garantir cette intégrité. Ici, moi, ma propriété search, je ne veux pas qu'elle soit modifiable ailleurs dans le template, je veux qu'elle soit modifiable uniquement par le moyen de ce prompt. C'est pour ça que je la redéfinis ici. Dans ma méthode, ça reste à l'intérieur de l'instance de ce setup. Néanmoins, là, j'ai besoin d'y accéder dans le template. Donc, je vais simplement rajouter un accesseur. Et je vais pouvoir ici le récupérer dans le template. L'avantage de ça, maintenant, c'est que je le récupère dans le template, mais je le récupère en lecture seule. Donc, ça garantit toujours encore l'intégrité de ma donnée, parce que si je bazarde ça sur un vModel, il y a la console qui va vite râler, qui va dire « Non, non, tu essayes de modifier une donnée qui est en read-only ». Ensuite, maintenant que je l'ai passé à ma card,
je vais virer la props title et je vais la remplacer par un h4 et là je vais utiliser du VHTML. Je reprends mon post title et là on va voir un premier exemple de monkey patching. Sur les strings par exemple, on a rajouté une méthode mark et cette méthode elle va prendre ce que vous lui passez en paramètre et elle va l'encapsuler dans une balise mark. Pour ceux qui ne connaissent pas la balise mark, c'est celle qui est utilisée quand vous faites une recherche sur la page de votre navigateur. Et donc si je retape mon terme de recherche, eh ben, il va apparaître de façon beaucoup plus claire. Donc c'est pas grand chose, mais ça permet d'améliorer l'UX avec très peu de code. Et toujours dans cette même idée, on va aller un peu plus loin, on va se dire bon bah JB c'est cool, mais j'aimerais bien pouvoir supprimer un post. On va utiliser le slot des actions. Et on va y mettre une icône. Alors, le framework Orion, donc le starter, vient de base avec un fichier DTS pour Volar, qui peut être généré par la suite via l'outil de ligne de commande. Et ce fichier DTS, il va donner toutes les informations nécessaires à Volar pour comprendre les composants d'Orion. Ça veut dire que mes composants vont être typés, ce qui veut dire que l'IntelliSense va me proposer les propriétés qui peuvent être utilisées, et ces propriétés vont aussi être typées. Si je veux mettre une icône, du coup, je vais avoir la liste des icônes qui sont disponibles dans le framework. Ça m'évite d'aller sur la doc et d'aller chercher le moindre nom, ce qui permet de gagner du temps. Je vais rajouter un petit effet de ripple dans la couleur Danger. Et je vais écouter le clic. Et pour ça, je vais appeler une méthode qui est dans mon setup. Je vais créer une méthode asynchrone. On va utiliser là maintenant un autre outil que propose Orion, qui est le bus. Bus. Ouais. Alors certains sont sûrement familiers du truc, rien qu'avec le nom. Ça permet simplement d'émettre et d'écouter des événements. Là, le principe de cet outil, c'est de pouvoir jouer avec les événements, mais de façon décorrélée de tout ce qui est template, composants et tout ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traverser les couches, que ce soit pour communiquer avec un autre composant qui est 2, 3, 4 strates au-dessus, peu importe. Ça évite de devoir le repasser à chaque fois sur chaque couche. Mais ça permet aussi de communiquer entre le setup d'un composant et un service lambda ou une entité qui se promène ailleurs. Ici, on va simplement émettre un événement post-delete. Et dans le payload, on va envoyer l'ID du post. OK. On va appeler cette méthode-là dans l'autre clic. Voilà. Et donc cet événement, je vais aller l'écouter dans ma liste. Je vais aller au niveau du constructeur. Hop. On a dit que le payload, c'était l'ID. Et ici, on va voir une autre méthode de monkey patching. Je vais aller dans mon state au niveau de ma liste. C'est un tableau. On travaille beaucoup avec les tableaux. Et plutôt que d'aller, pour supprimer l'élément, plutôt que d'aller chercher, de faire un find index, de vérifier que l'index soit supérieur à -1, et ensuite de faire un splice, on a simplement rajouté une méthode, par exemple deletWhere. On lui passe la clé. La clé, c'est une des propriétés d'un objet de ce tableau. On va cibler la clé ID. Et on va lui passer la valeur de notre payload. Voilà. Et donc ici, je peux supprimer mes éléments. Simplement pour vous montrer un des outils d'Orion. On va aller un petit peu plus loin parce qu'on va me dire JB c'est sympa, mais si je clique un peu vite, je suis dans la mouise. Donc ce serait bien que tu rajoutes un peu de confirmation. Donc on va y aller. On va faire ça avec une ligne. On va utiliser un autre service d'Orion, le useConfirm. useConfirm, ça va avoir le même comportement qu'un... Bonsoir. Le quoi? Le sharing d'écran. Partage d'écran sur un d'écran de l'ordinateur.
Non, non, sur le mien, ça va. Je le relance. Le suspense. Moi, j'ai une prise HDMI. Ouais, hop là. Ah, ça tombe bien, connexion impossible. Ouah. Ça marche bien. Hein. Elle réfléchit. Ah, on n'est pas loin là, il est juste derrière. Ah, mais il a copié. Non, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Ok. Donc on a dit qu'on allait rajouter de la confirmation en une ligne. Donc on va utiliser un useConfirm. Donc je disais, ça va avoir le même comportement que la méthode confirm native que vous pouvez avoir dans le navigateur. Simplement, ça va être un peu plus sympa visuellement. Supprimer ce post. Voilà. Décidément. Voilà. Bon, je vais le laisser comme ça. OK. Voilà, et donc avec une ligne, on a notre petite modale qui apparaît. Les touches échappe et entrée sont bindées pour la validation ou l'annulation. C'est pas grand-chose, mais ça prend une ligne et ça permet d'améliorer un peu le truc. Maintenant, on va me dire, bon, JB, ta pop-up là, elle est un peu invasive. On va faire quelque chose de plus light. Donc, on va utiliser autre chose. Je vais vous montrer. On va utiliser un composant qui s'appelle le pop-confirm, qui va permettre de moins couper l'UX. Ici, je vais stopper la propagation. Ce pop-confirm, il a deux événements qu'on peut écouter. C'est de la même façon que le useConfirm. On a un cancel et un confirm. On va appeler notre méthode quand on confirme. Ici, je vais commenter ça. Et on va rajouter un peu plus d'UX. On va simuler un appel Ajax. Un gros appel, on va dire qu'il va durer 1 seconde et demie. Et on va rajouter un petit loader. Alors pour ça, je vais créer ici un state pour mon composant. Alors nous, on a l'habitude de toujours les créer en private pour garder ce principe d'intégrité des données. Après, rien ne vous oblige à adopter cette philosophie, mais en tout cas, c'est celle-ci qu'on préconise. Et ici, je vais utiliser une propriété Ajax qu'on va instancier à false. Et juste avant mon appel, je vais passer cette propriété à true. Vous avez vu qu'on utilise ici la méthode réactive de vue. Donc c'est évidemment pour que notre state soit réactif. Et de la même façon que pour la liste, je vais créer simplement un accesseur pour que je puisse accéder à cette propriété, mais en lecture uniquement au niveau de mon template. Dans mon template, je vais rajouter un petit loader au niveau de ma card. Je vais lui dire que ce loader il sera visible comme ma propriété Ajax, elle sera à true. On va lui mettre un petit message, suppression, et on va lui dire qu'il sera de la couleur rouge. Hop. Est-ce qu'on est tout bon? Ça m'a l'air tout bon. On va aller tester ça. Ici, donc, je n'ai plus ma modale qui vient un peu interrompre l'action. J'ai simplement un pop confirm. Là aussi, touche échappe et entrée sont bindées directement dessus.
et j'ai mon petit loader qui vient s'afficher juste au niveau de la carte pour avoir un peu une meilleure UX. Alors là encore, c'est pas forcément grand chose, mais c'est vite fait, ça prend quelques lignes et ça permet d'améliorer facilement l'UX. Voilà, je vais m'arrêter là, je sais pas à quel timing j'en suis, j'ai encore un peu de temps. 5 minutes, ok. On va faire rapidement le tour des composants qui sont disponibles. Parce que c'est un peu frustrant, il y aurait tellement de choses à vous montrer, mais on n'a pas trop le temps. On avait vu, vous aviez pu voir avant des composants d'avatar. On a des composants de cartes, on les a vus. Il y a des trucs qui sont prévus de base, par exemple des notions de sélection. Dans le playground, vous allez pouvoir jouer, rajouter un poster, un statut de sélection, changer la couleur, rajouter des lignes pour délimiter les espaces. Il y a des chips qui sont en version simple ou en version duo, que vous pouvez fermer ou pas. Un petit calendrier pour un agenda ou le programme de la journée. Le date table qui est utilisé notamment dans les date pickers. Vous avez du drag and drop qui est plutôt simple, qui va vous permettre d'utiliser cette fonctionnalité avec un système de validation aussi. Toute une série d'icônes. Pour les icônes, on s'est basé sur la lib Cool Icons. Donc elle est disponible au sein d'Orion et vous l'aurez dans l'IntelliSense. Bien sûr, si vous voulez utiliser votre propre fond d'icônes, c'est totalement possible. En fait, ici, à la place d'utiliser la propriété icône, vous allez utiliser la propriété font icône. Et là, vous mettrez le nom de l'icône de votre choix. Des labels, bon, tout ça c'est plutôt simple. Les listes, alors par exemple les listes, il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas vue. Vous pouvez évidemment squeezer la partie pagination, mais il y a toute la partie sélection qui de façon native va aller vous afficher un footer en dessous, où vous pourrez afficher des boutons d'action. Vous avez le choix bien sûr de ne pas l'utiliser, vous pouvez changer le layout de votre liste. Tout ça, ça passe juste par une prop, c'est très facile d'usage. Toute une partie progress bar. Les stickers, c'est le même principe que les cartes, mais c'est destiné à un affichage plus horizontal. Vous avez du swipe à droite, à gauche. Ça, c'est plus pour le mobile. Le principe, c'est de faire un petit slide sur son téléphone. Évidemment, des tabs, composants plutôt classiques. De la timeline à l'horizontale ou à la verticale. Tout ce qui est nécessaire au formulaire, des boutons avec plein d'états, du loading, des icônes devant, derrière, du disable, enfin plein de couleurs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, je vous laisserai explorer la chose. Les checkbox, vous pouvez aller modifier les icônes au besoin qui sont utilisées. Un color picker, parce que des fois ça sert. Un cropper, quand vous changez votre avatar ou l'image d'illustration d'un post. Évidemment un date picker. Un date picker classique, vous avez la navigation au clavier aussi, ou la saisie au clavier. Ah, je suis en anglais. Voilà, parce qu'il y a plein de clients qui sont très sensibles à la saisie au clavier. Vous avez du date range, vous avez de la sélection de semaines aussi, puisque dans beaucoup d'outils, on travaille à la semaine. Un éditeur WYSIWYG, qui vous propose deux formats à la sortie, de l'HTML pour les puristes ou du JSON pour les prudents. L'input, bon bah voilà, c'est classique. L'input range, du password, du téléphone avec le formatage du numéro en fonction du pays. Des radios, c'est classique. Des outils de rating. Le select dans toutes ses variantes, le simple, le multiple, avec un champ de recherche. De la text area, plutôt simple aussi, le toggle, de l'upload, on l'a vu tout à l'heure sur le cropper. Tout ce qui est feedback, des alertes, évidemment que vous pouvez fermer au besoin avec des événements. Le petit loader qu'on avait rajouté avant sur la carte. Des notifs, puisque c'est important les notifs. Toute la partie aside et modal, c'est ce qu'on appelle chez nous des poppables. C'est les éléments qu'on va venir faire popper par-dessus. Et pour ces éléments-là, il y a tout un système de queue qui est géré automatiquement. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un aside depuis un autre aside, le premier va aller se masquer, afficher le suivant.
Si vous fermez le suivant, le précédent revient s'afficher. Et si vous voulez flush la queue, eh ben, vous pouvez flusher la queue. La modale qui va fonctionner de la même façon, mais qui est sous forme d'une modale. Le pop confirme qu'on a vu tout à l'heure dans la démo, qui lui aussi est customisable évidemment. Le footer fixed, c'est ce qu'on avait vu avant au niveau de la liste, qui peut être utilisé en solo. Un petit composant horizontal scroll qui est pas mal. Ça vous permet de binder le scroll de la molette, là, mais de le faire de façon horizontale, avec un petit truc qu'on a rajouté dernièrement, qui est la preview en bas, pour savoir à peu près où vous en êtes. C'est Julie qui est là, qui l'a rajouté récemment. Le layout, on l'a vu. Il n'est pas du tout obligatoire, hein, ce layout. Vous pouvez très bien utiliser Orion enfin, il n'est pas imposé, ce layout. Vous pouvez utiliser juste les composants tels quels. Toute la partie overlay, soit sur un élément seul, soit en global. Le composant de page qu'on a vu tout à l'heure, titre, sous-titre, des actions, des sous-actions. Et tout ça, en fait, vous l'aurez, toute cette mise en place, en fait, il n'y a pas besoin de rajouter de CSS. Hein. Vous pouvez l'utiliser tel quel, ou le surcharger si vous voulez, mais en tout cas, c'est prêt à l'emploi. La partie pagination qu'on a vu déjà. Et les sections qu'on utilise beaucoup en interne, c'est un peu comme des mini-pages. Vous avez aussi du titre, du sous-titre et des actions. Vous avez la possibilité de les collapse aussi. Ça permet d'avoir rapidement une mise en page avec différentes sections sur une page et d'avoir l'espace qui va bien entre les sections et tout ça. Vous avez quelques services aussi, notamment pour la gestion des pays. Avec le code pays, le nom, le code AREA, c'est pour l'indicatif du numéro de téléphone. La partie useMonkey, alors ce fameux Monkey Service, ici vous avez la liste de toutes les méthodes qu'on a rajoutées sur les arrays, sur les dates, sur les numbers, sur les strings, il y en a un paquet. Et puis voilà, le service pour gérer l'overlay, le fameux petit prompt qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut gérer avec une text area ou alors qu'on peut personnaliser. Et la petite validation, le service de validation. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail, il est un peu basé sur la philosophie de Laravel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir valider avec des paramètres sous forme de string. Il faut savoir, le projet de démo là, que je vous ai montré, je l'ai rendu accessible sur le repo. Si vous allez sur le repo d'Orion UI, vous aurez ici un repo Stras.js Demo qui reprend en gros le projet que je vous ai montré là, avec 2-3 trucs en plus, notamment une partie validation, si vous avez envie de mettre un peu les mains dedans pour vous faire au code. Voilà. Je vais m'arrêter là maintenant. C'est la première fois qu'on présente le framework. On n'a pas encore communiqué dessus. Je pense que maintenant il arrive à une certaine maturité où il est prêt à être utilisé en production. On va commencer un peu à communiquer dessus. Et je voulais profiter aussi de cette présentation et de la présence de mes collègues qui sont juste là pour les remercier parce qu'ils ont soutenu le projet, que ce soit dans les réflexions sur l'architecture, dans la migration des composants vers Vue 3 ou la rédaction de la doc, qui est un projet de fou, en fait, une doc. C'est pas la moindre des parties et où Julie a fait un gros travail là-dessus. Voilà, merci, et puis au suivant. Merci beaucoup, JB. S'il y a des personnes qui ont des questions à adresser. Le point bleu. Ça ? Ah oui, alors ça, alors oui. En fait, notre philosophie, comme elle sépare la partie script du composant, en fait, on a développé une extension en interne. Le but, c'est évidemment de la redévelopper en open source pour que tout le monde puisse en profiter. Mais en gros, l'idée, c'est que quand on ouvre un composant ou un setup, on va cliquer ici pour ouvrir le setup qui est associé au composant qu'on a créé. De la même façon, comme ça peut être fastidieux du coup de à chaque fois créer 2 fichiers à chaque fois qu'on veut créer un composant, on va utiliser le CLI d'Orion. Et par exemple, on va pouvoir créer un nouveau composant. On va par exemple créer un postgraph. Alors on s'en fout de comment on l'écrit, de toute façon il va être formaté avec le format que vous avez choisi lors de la création du projet. On va lui dire qu'il va dans le dossier post.
quand vous créez un projet basé sur ce setup service, sur cette philosophie-là, il va vous demander si vous voulez créer le setup service associé ou pas. Donc si on le crée, eh ben, Orion va aller créer le composant qui va bien, avec déjà tout le code qui va bien, et la partie setup service aussi qui est associée avec le code qui va bien pour gagner du temps. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas du tout un expert du sujet. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a motivé, parce que tu as fait une introduction un peu courte, de savoir qu'est-ce que les autres, enfin les librairies existantes de composants n'avaient pas. Qu'est-ce qui a motivé la création d'Orion par rapport aux solutions existantes? Le métier, je dirais avant tout. En fait, c'est-à-dire enfin, nos besoins. Nos besoins. Moi, tout au long de ma carrière, j'avais bossé avec d'autres frameworks, j'avais notamment bossé avec du matériel, j'avais bossé avec du Element UI aussi, beaucoup, pour ceux qui connaissent, qui sont des frameworks très complets, mais plutôt orientés international. Il y avait certaines choses qui ne correspondaient pas toujours, notamment sur le format des dates, sur la gestion du pluriel et tout ça. Et en fait, ce qui a motivé la création de ce framework, c'est d'abord, comme dit, des besoins en interne. Parce que le date picker, pour en faire un qui accepte la saisie au clavier avec les flèches ou la saisie au clavier avec les chiffres qui formatent la date directement, pour avoir ça dans un framework, ils ne le font pas tous. Et du coup, on en arrive à installer une lib supplémentaire juste pour avoir cette fonctionnalité-là. Du coup, il y a une décorrélation entre l'aspect visuel général du framework qu'on utilise et ce package qu'on utilise juste pour le date picker. Et en fait, c'est tout un tas de situations comme ça, parfois des toutes petites choses, mais qui font que soit on est obligé de surcharger le framework de base, soit on est obligé d'utiliser des méthodes alternatives, de les faire coller pour que ça reste dans l'esprit de l'application. Et en fait, on se rend compte qu'au final, on est aussi bien servi par soi-même. Et c'est pour ça qu'on a décidé de développer cette lib en interne. Et puis au fur et à mesure, d'abord on l'utilisait dans notre projet, dans la plateforme qu'on développe qui s'appelle Armado. Je l'ai utilisé à titre personnel aussi dans mes side projects. Et puis c'est à force de se rendre compte que ça pouvait s'adapter à différents contextes. On s'est dit ok, on va le faire en open source. Et c'est aussi une façon de rendre un tout petit peu à la communauté de ce qu'elle nous donne tous les jours, quoi. J'ai une petite question par rapport à l'évolution, la maintenance, oui. Tout ça, puisque du coup, en fait, nous, on a eu la douloureuse surprise que Vuetify a eu un gros délai de passage à Vue 3, donc on a dû reprendre quasiment tous nos projets pour passer de Vuetify à Quasar. Ouais. Et donc du coup, quand on est passé à Vue 3, et donc du coup, la question de si demain on passe en production sur un outil comme celui-ci, finalement comme c'est un besoin que vous avez en interne pour votre société, finalement est-ce que il y aura une vraie maintenance, une évolution, tout ça en fait? C'est tout l'attrait aussi de l'open source, c'est-à-dire que c'est né d'un besoin qu'on avait en interne. Rapidement, il a évolué pour s'adapter à d'autres besoins, ne serait-ce que dans les side projects dans lesquels il était utilisé. Et le but, c'est justement de favoriser une adoption qui va permettre de ramener des fonctionnalités supplémentaires, des composants supplémentaires et de faire participer la communauté. Il va évoluer naturellement avec des besoins qu'on peut rencontrer, mais il va aussi évoluer naturellement avec les besoins qu'on va avoir dans les side projects ou dans les besoins que vont avoir les utilisateurs. Là, l'idée, on essaie beaucoup de se concentrer sur l'expérience développeur et c'est pour ça qu'on a mis un peu tous ces outils en place pour faciliter ces petites choses, de créer un composant, de s'adapter aux conventions de nommage, d'avoir un outil de clic qui permet de faciliter un peu tout ça. Le but, c'est justement de permettre une adoption facile pour que le cercle vertueux de l'open source se mette en route, quoi. Ok, merci. Est-ce que vous gérez des thèmes de couleurs, genre primary, secondary ou pas du tout? Oui. Alors c'est une chose qui manque encore dans la doc qui doit être ajoutée, mais effectivement,
Je vais... Oups. Non, c'est pas ça. Je vais vous montrer rapidement. Alors déjà, il y a le thème light et dark, mais après, tout ce qui est personnalisation, c'est totalement possible. Je vais... Ici, il y a... Alors, on n'a pas beaucoup d'espace pour... Mais il y a tout un tas de variables CSS, et notamment ici, les différentes couleurs. Donc en fait, pour tout ce qui est personnalisation, que ce soit des couleurs, mais aussi des variables d'espacement, des border radius et tout ça, c'est juste des variables CSS, donc c'est très facile d'aller les modifier pour faire correspondre le framework à votre charte graphique. Ouais. Mais c'est une partie qui doit être documentée, la partie CSS, effectivement, il manque un truc là-dessus. Notamment sur certaines classes, on a fait une série de helpers pour aller faire de la coloration de texte ou de background, ou sur toute la partie flex pour faire rapidement des mises en page basées sur flex, avec des petites classes comme ça, un peu à la sauce Tailwind, pour éviter à chaque fois d'écrire, de rajouter des blocs de style et pouvoir faire ça assez rapidement, quoi. Si on a fait le tour, côté Twitch, ouais. Ouais, petite question. Quels ont été les plus gros challenges techniques ou plus social, on va dire, du côté voilà, le fait d'open sourcer le framework? Quels ont été vraiment les gros challenges finalement? Le challenge technique, ça a été, en fait, je dirais de penser à la partie contribution pour la documentation. On sait que la documentation est très importante, on sait que ce n'est pas évident à rédiger. Et on l'explique un peu sur la doc, mais là encore, même pour générer la documentation, en fait, la documentation va se faire, par exemple pour les démos que vous avez, elle va se faire dans le fichier de démo. Pour les propriétés, elles vont se faire quasiment à côté de la props. Déjà, ça engage le développeur, ça lui allège le boulot parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher dans un dossier au fin fond de la doc pour savoir dans quel fichier Markdown il doit aller documenter son sujet. Et surtout, ça permet de mettre tout un tas d'automatisation en place et de faciliter la vie des contributeurs. Donc ça a été un gros défi. Après, pour ce qui est tout l'aspect social, on en reparlera dans quelques mois parce que c'est notre premier vrai projet open source de cette envergure. Et comme dit, on en est au balbutiement, c'est la première présentation qu'on en fait. On va maintenant commencer un peu à communiquer dessus, mais on n'a pas encore eu de grosses catastrophes à gérer sur la partie sociale en tout cas. Ok, merci. Si on a fait le tour des questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, JB. Très bien, merci à vous. On peut encore applaudir.